Je me présente vite fait, je m'appelle François-Xavier Lerche, j'ai la chance de travailler dans l'équipe accessibilité de OnePoint. Vous pouvez me suivre sur Mastodon et LinkedIn, parce que ça y est, j'ai réussi à arrêter X. Bref, et j'ai oublié de prévenir les organisateurs, je vais pas être tout seul pour ce talk. Il y a Julie qui va être là avec moi. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis une des voix fournies par Microsoft. C'est moi qui vous lirai les exemples que nous allons voir durant ce talk. Alors j'aime bien Julie parce qu'avant elle, c'était plutôt comme ça. Et alors, d'ailleurs, j'ai demandé à Julie d'être un peu cool avec vous, elle va vous expliquer. FX m'a demandé de parler à une vitesse normale. Mais c'est un utilisateur de parler. Et vraiment. Voilà, et pour terminer les présentations, on va écouter un petit peu les utilisateurs pour donner du contexte, parce que moi j'utilise des lecteurs d'écran, mais c'est dans le cadre de mon travail, je ne suis pas aveugle ni malvoyant. Donc voilà, je pense que c'est important d'écouter les vrais utilisateurs. Je m'appelle Olivier. Santé, Patricia, Je suis non-voyant. j'ai perdu la vue il y a 8 ans. Je suis malvoyant. Je suis malvoyante. Est-ce que vous utilisez Internet? Comme tout un chacun, je ne peux absolument pas me passer d'Internet. C'est difficile de s'en passer. On est bien obligé de se servir des sites Internet, ne serait-ce que pour tout ce qui est administratif. Pour les trains, pour les avions, Un rendez-vous médical. l'ensemble de mes courses. Et comment vous utilisez Internet? C'est laborieux. À chaque fois qu'on change un site, j'ai plus du tout de repère. Si je veux aller sur un site, les captchas, je ne les vois pas. Même si je grossis, j'arrive pas du tout à voir. Et lorsque je mets la petite synthèse au clair, on ne comprend rien. Tous les sites ne sont pas accessibles. Ça m'angoisse, c'est une angoisse. C'est démotivant. Ça peut, tout simplement. C'est doucement parce que on perd l'autonomie. Complètement largué. C'est sur des sites liés à l'administration où je suis obligé de faire appel à des tierces personnes pour m'aider à compléter les informations. C'est pitoyable. L'avantage de Internet, c'est qu'on peut voir où on a les explications normalement quand ça marche bien. Le problème d'Internet, peut-être, c'est que leur truc, les modes identifiants, et après la case, trois lignes en dessous. Il faut penser un petit peu à tout le monde. Est-ce que vous, sincèrement, vous pourriez vous passer d'Internet? Voilà, est-ce que vous, sincèrement, vous pourriez vous passer d'Internet aujourd'hui? C'est plus possible, c'est indispensable. Il y a une autre phrase que j'aime bien aussi, c'est l'avantage avec Internet, c'est qu'on peut avoir les explications. Enfin, normalement, quand ça marche bien. Bref, en tant que intervenant dans la chaîne de production des sites Internet, vous avez une responsabilité, c'est de ne pas laisser ces utilisateurs à la porte de votre site. Alors, juste quelques chiffres vite fait. En France, ça représente il y a 1,7 million de personnes qui sont atteintes d'un trouble de la vision. Une personne aveugle ou malvoyante naît toutes les 15 heures. Alors vous n'êtes peut-être pas concerné, moi je discutais un petit peu là juste avant le talk des gens qui sont concernés, mais même si vous ne vous sentez pas concerné, spoiler, vous allez vieillir. Et donc avec la vieillesse, en fait, la cécité et la malvoyance, ils vont devenir avec Alzheimer les plus gros fléaux du grand âge. Dans le monde, c'est 253 millions de personnes, ça va doubler à l'horizon 2050. Ok, vous allez vous me dire, ouais, mais il y a le WCAG, il y a le RGA, il y a des nouvelles lois, ça roule, pas de souci. Mais en fait, non. Seuls 10% des sites sont accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes. Par ailleurs, est-ce que vous savez quel est l'aveugle le plus connu au monde? Ray Charles, Stevie Wonder, Gilbert Montagnier? Comment? Non plus. C'est Google. En plus des vraies personnes aveugles, il y a un autre aveugle qui prend beaucoup de place dans notre métier, c'est Google. Et donc tout le travail qu'on va faire pour rendre nos sites accessibles, ça va aussi bénéficier à Google, parce que lui aussi il est aveugle. Je vous raconte ça, moi Google je m'en fous. Ah, on est chez Google. Bref, je m'en fous quand même. Si je fais de l'accessibilité, moi c'est pour les utilisateurs. C'est un droit fondamental. Par ailleurs, vous avez peut-être déjà entendu des gens, des clients ou des responsables de projet vous dire « Ouais, de toute façon, l'accessibilité, je m'en fiche, j'ai pas d'utilisateur aveugle. » Alors déjà, un, t'en sais rien, et deux, c'est un peu la poule et l'œuf, quoi. Si ton site n'est pas accessible, forcément, tu n'auras pas d'utilisateur aveugle. Mais en fait, la problématique, elle est beaucoup plus large. Quand on traite les personnes, quand on traite les problèmes des personnes aveugles, parce que ça concerne toutes les personnes qui peuvent utiliser uniquement le clavier. Quand on est aveugle, on ne peut pas utiliser une souris, on va naviguer qu'au clavier, et ça concerne plein d'utilisateurs. Ça va concerner tous les utilisateurs qui ont des problèmes moteurs. Ça peut être des problèmes aussi, des troubles musculo-squelettiques. On est très concernés, nous, en tant que développeurs ou travailleurs comme ça, on a des positions fixes, donc c'est des problèmes qui viennent souvent.
Mais ça peut être aussi des handicaps temporaires, où vous êtes foulé le poignet en jouant au baby-foot de l'open space de votre boîte. Ben voilà, vous ne pouvez plus vous servir de votre souris. Alors après, là, il n'y a pas beaucoup de monde, mais peut-être qu'il y en a dans la salle qui préfèrent naturellement utiliser le clavier, qui n'ont pas de handicap. Donc voilà, je sais que dans mon entourage, il y a beaucoup de développeurs, il y en a pas mal, qui pour eux, ils préfèrent naviguer au clavier. Donc tout ça pour dire, en fait, l'accessibilité, ça va être indispensable pour tous. Ça va être indispensable pour certains, mais ça va être bénéfique pour tous. Quand on fait de l'accessibilité, globalement, on fait de la qualité. Alors, petit disclaimer, est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui font des erreurs de code? Voilà, donc ceux qui n'ont pas levé la main, je sais que tu ne dois pas faire de code. Voilà, c'est ça. Donc on fait tous des erreurs. Et puis en plus, souvent, plus c'est gros, plus ça passe. Bref, je vais faire le malin, je vais présenter plein d'erreurs. Mais ces erreurs, je les ai déjà faites. C'est normal. C'est pourquoi c'est super important de tester, tester et tester, notamment avec les lecteurs d'écran. Bref, revenons au lecteur d'écran. La première chose qu'un lecteur d'écran indique, ça va être le titre de la page. Pour faire une petite analogie, c'est super important parce que imaginez vous êtes dans une bibliothèque, il y a plein de livres alignés et vous cherchez un livre, une information en particulier. Dans une bibliothèque, vous allez regarder la tranche des livres, le titre du livre, normalement, va vous permettre de prendre le bon livre directement sans avoir à sortir tous les livres et les feuilleter pour savoir si c'est le livre que vous recherchez. Le titre d'une page internet, ça doit être la même chose. Elle doit vous permettre de savoir voilà, qu'est-ce que vous allez trouver sur cette page sans avoir à rentrer dedans. Alors, petite démonstration, on va se mettre dans la peau d'une personne aveugle qui veut changer de forfait téléphonique. Donc elle a ouvert déjà plein d'onglets pour rechercher des informations, et elle revient après sur sa session, soit via les bookmarks, soit en rouvrant son navigateur. Forfait mobile 4G et 5G sans engagement RED by SFR document. Forfait mobile 5G 4G et sans engagement document. Forfait mobile sans go 13,99 € document. Panier document. La Poste et mobile FR panier. Hop là. Alors ça allait vite, je ne sais pas si vous avez vu les problèmes. Là en fait j'avais navigué avec les touches Alt-Tab entre les différents onglets. Le premier onglet, on avait bien le nom du forfait, ses caractéristiques, l'opérateur. Les deux d'après, on avait le forfait, mais on n'avait plus l'opérateur. Sauf qu'au début on était chez SFR, après on était à la Poste, et après on était chez Bouygues. Donc des contextes complètement différents. L'avant-dernier, c'était juste panier. Et le dernier, c'était lapostemobile.fr. Qu'est-ce qui se passait sur ce site-là? En fait, les devs, ils avaient oublié de mettre carrément la balise title. Donc Julie, elle est là, elle sait qu'elle a une page web, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle lit l'URL de la page. Donc là, c'était une URL simple, mais ça peut devenir très pénible. Après, vous allez me dire, la page panier, on s'en fout, c'est pas la page la plus importante du site. Bref, est-ce qu'il y a des développeurs Angular, React, est-ce que vous faites des SPA? Ok. Donc, vous êtes aussi concerné. C'est pas parce que vous avez une apps qui a une URL ma super apps qu'il ne faut pas segmenter les pages. Il faut segmenter par les parcours, faire des routes, donner des titres. Je pense que ça vous est tous arrivé sur votre smartphone de naviguer, d'avoir un parcours super complexe. Et puis vous dites, ah, je veux modifier une info à l'écran précédent. Vous faites précédent, et là c'est le drame. Vous vous retrouvez soit sur la page d'accueil du site, voire même chez Google, qui vous a amené là, parce qu'il n'y avait qu'une seule route et c'était pas géré. Bref, le titre de la page, donc, il doit permettre de retrouver la page dans l'historique de navigation, la liste des onglets, il doit contenir le nom du site, il doit contenir la fonction de la page, il doit préciser l'étape en cours d'un processus, et puis dans une série de résultats de recherche, il doit préciser l'intervalle. En gros, l'idée, c'est que chaque titre de page doit être unique et doit bien préciser tout le contexte. Petit conseil et astuce, si vous êtes des développeurs, vous êtes comme moi, vous êtes flemmards, donc automatisez. Dans vos fonctions de routage, mettez le nom du site, comme ça c'est fait, vous êtes sûr de ne pas l'oublier. Il y a des outils qui permettent de dresser la liste complète des titres de toutes les pages. Ça permet aussi de revenir, si le site est existant, pour trouver les éventuelles erreurs. Pour chaque slide, je ne reparlerai pas après parce que je n'aurai pas le temps, mais je vous ai mis des références. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Opquast? Ouh là là, c'est mal. Alors Opquast, c'est une checklist de qualité du web, vraiment qualité au sens large, parce que ça va bien sûr parler d'accessibilité, mais aussi de sécurité, de performance technique, marketing, commercial. Hein, c'est vraiment énorme et c'est super bien fait.
Là, j'ai pas le temps, mais en gros, pour chaque règle qu'ils proposent, il y a vraiment le contexte, le besoin, comment mettre ça en place. C'est vraiment génial. D'ailleurs, j'aurais piqué la moitié des choses que je vais vous raconter. Donc, allez voir, c'est top. Et j'ai mis le critère RGA correspondant. Bref. Donc, le titre de la page il nous permet de savoir où on va. Mais ensuite, comment on fait quand on est aveugle? Nous, c'est facile. On voit le header, le contenu principal, la navigation, les zones chaudes. En un seul coup d'œil, on est capable d'aller vers l'information. Mais quand on n'y voit pas, comment on fait? Alors avant d'aborder ça, je vais faire un petit focus sur le focus. Parce qu'en fait, quand on utilise un lecteur d'écran, ce qui vocalise, c'est ce qui a le focus. Mais si on utilisait uniquement le focus clavier, il navigue entre les éléments activables, donc les liens et les boutons. S'il n'y avait que ça, on n'aurait pas le titre, on n'aurait pas les titres, le texte, les images, etc. Donc en fait, les lecteurs d'écran, ils ont un deuxième système de focus qui est basé sur différents raccourcis clavier. Donc, qui sont différents en fonction des lecteurs d'écran, mais ils ont tous quelque chose en commun, c'est qu'ils se basent sur le HTML de la page. Donc si le code HTML de la page n'est pas correct, il n'y a aucune chance que la navigation fonctionne correctement. Oui, j'ai oublié de dire, le focus clavier et le focus navigateur se synchronisent si on appuie sur Tab ou Shift Tab, ils reviennent ensemble. Je vous ai mis des petits aides-mémoire vers les différents raccourcis clavier. Voilà, donc revenons à notre stratégie de découverte. Première stratégie, ça va être de lire la page. Alors j'avais fait l'exemple à la base sur la page du DevFest Mons, d'ici, sauf qu'il y a des petits soucis, je vous expliquerai après. Donc là, l'exemple, c'est la lecture de la page Devox. Donc on se met dans un contexte, on arrive au Devox et on voudrait connaître le programme. Donc on va lire la page complètement. Visitez lien passé au contenu. Clique notre 12e édition du 17 au 19 avril 2024. 3 jours de conférence, 70 exposants, 4500 visiteurs par jour. Clique lien Twitter, lien YouTube, lien Flip. Clique visiter lien www.devox.fr. Clique navigation région liste, clique de 6 éléments réduits, visiter sous-menu lien à propos. Visiter lien billetterie. Réduit, visiter sous-menu lien agenda. Réduit sous-menu lien exposant. Réduit sous-menu lien présenté. Visiter lien contact hors de liste. Principale région, clique Devox France. 2024. 12e édition. Clickable. Clickable titre niveau à notre parcours en quelques mots. Clickable. Clickable depuis plus de 10 ans, la conférence Devox France propose pendant 3 jours de venir partager et écouter plus de 230 présentations par 310 orateurs et oratrices. La conférence est accompagnée d'un salon et d'un hall d'exposition avec 70 exposants. Devox France est l'occasion de faire des rencontres, de venir découvrir les dernières technologies et de participer à un grand moment communautaire. Visitez lien retour en image. Clique le titre niveau 1 12e édition, 17 au 19 avril 2024 Devox France 2024. Clickable. Clickable titre niveau 2 actu sur la piste. Clickable. Clickable lien billetterie 2024. Lien billetterie 2024. Titre niveau 2 lien information sur la billetterie 2024. Les places pour Devox France 2024 seront en vente à partir du vendredi 1er décembre 2023 à 9h. Précise sur le site. 3 novembre 2023. Lien 2024. Visitez lien le programme Devox Ah, France. ouf, ça y est, il est là. Ah, ça va trop vite du coup. Bref, pourquoi je vous ai fait subir ça c'est pour que vous vous rendiez compte que c'est long, c'est super long. Alors déjà, le lecteur d'écran, il ne se contente pas de lire, mais il donne aussi du contexte supplémentaire, parce qu'il va annoncer les listes, les titres, les images. Il annonce même des trucs que nous, on a perdus en tant que voyants, c'est-à-dire qu'il indique les liens qui ont été visités. Ça, c'est un truc qu'on voit plus par défaut. Donc bref, c'est très très long, c'est très très lourd. Donc on peut pas utiliser que ça, quoi. Il faut d'autres stratégies, sinon on y passe un temps pas possible. Donc autre stratégie, hop là, je me suis perdu. Une autre stratégie, ça va être d'utiliser les landmarks. Comme tout à l'heure, je vous disais, nous on voit facilement le header, le contenu principal, le footer. Les landmarks, ça permet de faire la même chose. Alors je vais vous faire écouter ça. Bannière région République. Clique menu principal navigation région liste de 4 éléments accueil visiter lien page courante. Principal
principale région rendre les sites et services numériques accessibles à toutes et à tous. Titre niveau 1. Informations sur le contenu région République. Donc voilà, donc là j'ai appuyé 3 fois sur la touche D, je suis passé du header au menu, au contenu principal, au footer. Donc ça facilite grandement la navigation. Tout à l'heure, si j'avais fait ça sur le site d'Evox, déjà j'aurais pu zapper le menu ou j'aurais pu naviguer plus rapidement. Donc vous allez me dire, qu'est-ce qui peut mal se passer? Hop là, je suis allé un petit peu trop vite. Oui, donc comment on fait ça? On rajoute, il faut utiliser les balises sémantiques dédiées, header, nav, church, main, footer. Il faut rajouter le petit rôle qui va bien à côté. En soi, on n'a plus vraiment besoin, maintenant, en général, ça se passe bien, mais c'est pour des raisons de rétrocompatibilité, c'est pas facile à dire, et c'est sanctionné par le RGA si vous ne le mettez pas. Donc voilà, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Déjà, la première chose, c'est que ces balises-là ne sont pas présentes, donc du coup, on ne peut pas utiliser ce mode de navigation. Mais il y a aussi d'autres problèmes. Recyclivre.com. Principale région navigation région liste de 14 éléments navigation région théologie lien. Navigation région cabale, nausée occultisme lien. Navigation région rêve, symboles et runes lien. Navigation région jeu, navigation région roman, navigation région comics lien. Navigation région, navigation. Bon, je m'arrête là, en fait, sur ce site-là, il y a 106 balises navigation. Donc, trop de balises navigation tue la navigation, et du coup, on ne peut plus utiliser ce mode de navigation-là. Donc, il faut bien se rappeler, les balises nav sont réservées à la navigation principale. Éventuellement une navigation secondaire, mais mettez pas comme eux 105 balises navigation. Les références. Autre tactique de découverte, ça va être d'utiliser les liens. C'est quelque chose de logique parce que normalement les liens c'est les zones chaudes et les principales actions de votre page. On va refaire l'exercice du Devox à chercher le programme, mais juste en naviguant parmi les liens. Clickable Twitter lien, YouTube lien, Flickr lien, clickable www.devox.fr visiter lien, clickable navigation région liste, clickable de 6 éléments à propos réduit visiter sous-menu lien, principale région clickable retour en image visiter lien, clickable billetterie 2024 lien, billetterie 2024 lien, information sur la billetterie 2024 lien titre niveau 2, 2024 lien. Pour éviter les salles combles. Lien. Pour éviter les salles combles. Lien. 2024 lien. Titre niveau 2 visiter lien de programme de Vox France. Et là, on a mis que 40 secondes. Bon, il y avait des petits problèmes, on y reviendra après, mais voilà, c'est quand même beaucoup plus efficace. Et là, juste en 40 secondes, on a les différentes zones de la page. Le problème, c'est que ça marche pas toujours. Ah, on va zapper ça. Ça marche pas toujours, malheureusement. Il y a pas mal de problèmes, il y a beaucoup de problèmes avec les liens. Voilà le premier problème qu'on trouve, un des plus fréquents. En savoir plus, visiter lien détail du forfait le géant. En savoir plus lien. Liste de 4 éléments en savoir plus lien. En savoir plus lien. En savoir plus, visiter lien. En savoir plus lien. Vous avez une idée des 4 liens en savoir plus, où est-ce qu'ils amènent? Moi non plus. Alors c'est vraiment important en fait que les liens ils soient pertinents. C'est quelque chose on ne se rend pas compte en fait au début quand on fait de l'accessibilité, on se dit oh, c'est bon, il y a le contexte à côté. Sauf qu'en fait de ne pas donner le contexte directement dans le lien, ça pète le mode de navigation. Et là tous les liens en savoir plus, si je veux savoir où ils vont, je suis obligé de reparcourir la page, d'aller regarder autour pour savoir de quoi on parle. Donc ça pose des vrais problèmes pour les utilisateurs, ça va leur faire perdre beaucoup de temps. Alors c'est valable aussi pour les boutons, je peux vous faire écouter un peu le site de la FNAC. Recherche région entrée invalide, lancer la recherche bouton. Principale région bouton. Bouton. Navigation région liste de 7 éléments, clickable bouton. Clickable bouton. Clickable bouton. Clickable bouton. Bon, bref, vous voyez le problème, ça fait bref, toujours pas corrigé ce site, c'est une catastrophe. Donc voilà, ça c'est le premier problème, ça va être les liens qui ne sont pas explicites, en savoir plus, en découvrir tout, boutons, etc. Autres problèmes, qui sont encore pires malheureusement. Contact @report.com lien. Report lien. UCRA RGB RC Kekub et BRZHV un YW lien. Hein? UCRA UCA RJK, vous voyez bien? Non, alors en fait, qu'est-ce qui se passe là? Julie voit un lien, sauf que dans le lien, il n'y a rien.
c'est une image sans alternative ou quelque chose comme ça. Et je lui dis, donc elle sait qu'il y a un lien, elle veut nous donner quelque chose, et du coup elle lit l'URL de la page. Donc ça va être le deuxième problème, ça va être les liens sans intitulé. Dernier problème. Du 13 février 2024 au 11 février 2025, Dièse Culture et Patrimoine Vue Compagnie, ça s'écrit pas titre niveau 4, un clown involontaire, excessivement calme et méticuleux à outrance, partage ses petites obsessions quotidiennes en manipulant comme personne des objets usuels. Performance minuscule et inoubliable, osez en savoir plus lien. Donc voilà, là je ne sais pas si vous avez saisi, en fait ça c'était un lien. Qu'est-ce qui se passe? En fait la balise lien, elle regroupe, dedans on a une carte, une tuile avec une image, un titre, des hashtags, des descriptions et un texte. Et donc là on est dans le problème inverse, en fait on se retrouve avec un truc qui est beaucoup trop long. Et donc dans ce cas-là, ce qu'il aurait fallu faire, c'est plutôt que d'englober toute la carte, c'est de mettre le lien au niveau du titre, quitte à augmenter la zone de clic avec du CSS, avec un pseudo-élément. Je vous ai mis un lien vers un article qui explique ça. Dernier problème, un div, c'est pas un bouton. Ça va être le problème le plus grave. Ça, je vais pas pouvoir vous le faire écouter parce que justement, on l'entend pas au lecteur d'écran. Mais je peux vous raconter une histoire. J'ai la chance de bosser avec David, qui est aveugle dans mon équipe. Et il m'a raconté pendant le confinement, il faisait ses courses sur Internet, comme nous. Sauf que, donc voilà, tout se passait bien. Il a pu mettre ses articles dans son panier et tout. Mais il n'a jamais pu finaliser sa commande parce que le dernier bouton, le bouton panier ou le bouton valider la commande, il n'existait pas. Ça devait être un div avec un événement on-click dessus. Donc voilà, ça c'est le problème le plus grave parce que c'est complètement bloquant. J'ai oublié de vous dire, vous savez la différence entre un lien et un bouton? Ouais, dis-moi. Un lien est censé naviguer vers un autre élément, un bouton est censé faire une action. Exactement, c'est ça. Le bouton va faire une action aussi bien en front qu'en back. Donc voilà, si vous devez retenir qu'un truc, deux trucs, c'est tester, 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 et puis un div, c'est pas un bouton, quoi. Il faut utiliser les bons éléments HTML. Bref, autre stratégie de découverte, ça va être d'utiliser les titres dans la page. Je vais reprendre l'analogie des livres. Si vous avez une grosse encyclopédie et que vous recherchez quelque chose dedans, si l'encyclopédie est bien faite, vous allez ouvrir, vous allez regarder le sommaire, vous allez voir les différentes parties, les sous-parties, jusqu'à trouver l'information que vous recherchez. Les titres, la hiérarchie de titres dans la page, ça doit faire la même chose. Alors on va écouter le titre du... Rendre les sites et services numériques accessibles à toutes et à tous, titre niveau 1. Le RGA a 4 titres niveau 2. Les obligations légales, visiter lien titre niveau 3. La méthode technique, visiter lien titre niveau 3. Questions fréquentes titre niveau 2. Quelle loi? Bouton réduit titre niveau 3. Quelle stratégie pour les applications mobiles? Bouton réduit titre niveau 3. Quelle norme? Bouton réduit titre niveau 3. Critères et tests, visiter lien titre niveau 2. Donc voilà, je vais m'arrêter là, mais là je pense que vous avez reconnu le site du RGA, et rien qu'en entendant la structure des titres, on peut se faire une image mentale du contenu de la page et aller vers l'information qu'on recherche. Alors ça c'est pareil, je ne vais pas pouvoir vous faire écouter les problèmes qu'il y a, parce qu'on ne les entend pas, en fait, souvent, c'est ça le problème, parce que soit il n'y a pas de titre, soit il y a des problèmes de hiérarchie dans les titres, soit les titres ne sont pas pertinents. À un moment, il y avait beaucoup de pollution du SEO qui croyaient qu'en mettant un titre H1, ils allaient être premiers dans Google. Soit il y a des titres simulés, c'est-à-dire que visuellement on a un titre, mais en fait c'est juste un P, voire même un div avec du style dessus. Donc ça c'est les principaux problèmes. Mais ça c'est aussi vachement important pour le SEO. Donc voilà, pour résumer les méthodes de navigation, la lecture complète, les langues marques, les accès rapides que j'ai zappé, la navigation par lien et les titres de la page. En vrai, c'est pas une seule tactique, on va cumuler un peu toutes ces tactiques. Si l'utilisateur connaît déjà le site, il va utiliser des raccourcis, par exemple. Il sait que ce qu'il cherche, ça va être via un lien. Donc forcément, si le lien c'est en savoir plus, ça ne marche pas. Et c'est que quand l'utilisateur ne connaît pas le site qu'il va faire plus de la lecture complète. Donc voilà, ça c'était comment on fait. Ensuite, on va parcourir un peu les autres problèmes qu'on peut rencontrer. On en a déjà parlé un petit peu des images. On va écouter un petit peu les images de la FNAC. J'aime bien la FNAC en fait parce qu'on peut trouver quasiment tous les problèmes d'accessibilité sur ce site. Bref.
Bon, vous avez compris, là c'est toujours le même truc, Julie elle voit une image, elle n'a pas d'alternative. Donc quand je dis pas d'alternative, c'est qu'il n'y a pas l'attribut alt de défini, donc elle lit l'URL de l'image. Premier problème, donc absence d'alt. Deuxième problème, Liste d'un élément zap lien. Liste d'un élément zap lien. donc voilà, là il y a bien une alternative qui est mise, elle m'a pas lu l'URL de l'image, sauf qu'on est dans un lien. Et là, c'est quoi? Aucune idée de ce qu'il y a le lien. Qu'est-ce qui se passe en vrai? On est sur le site de la FNAC, il y a une grosse bannière promotionnelle. J'ai regardé ce matin, c'est encore le cas, c'est des Black Day, donc un truc, une super offre géniale. Sauf que là, quand on l'écoute, on n'a aucune idée de ce qu'il y a derrière. Donc voilà, c'était les images alt, les images qui sont porteuses d'informations mais qui n'ont pas d'alternative ou incomplètes. Autre problème un peu différent, ça va être ça. Argent $, la mondiale. Deux femmes riant tête contre tête graphique lien. Homme embrassant un bébé graphique lien. Femmes âgées riant autour d'une table graphique lien. 1366 348 002589 graphique lien. Homme regardant l'écran de son ordinateur portable graphique lien. Bon bref, je ne vais pas continuer, vous saisissez le problème. C'est que là, en fait, on a des images de décoration qui sont là, des gens qui regardent leur ordinateur. Mais c'est de la déco, en fait, on s'en fout. Et donc ça, de mettre des alternatives pour ces images, ça va entraîner de la pollution sonore dans la lecture d'écran. Et on a écouté tout à l'heure, c'est quand même super lourd à la base. Donc il faut tout faire pour ne pas polluer encore plus cette restitution. C'est encore plus important là, je vois de plus en plus d'articles. Ouais, génial, avec une IA, j'ai fixé l'accessibilité de mon site, j'ai mis des alternatives à toutes mes images. Non, faites pas ça, parce qu'on va se retrouver avec des alternatives. Là, je voyais des exemples, mais c'était l'horreur de trucs super décrits, alors que les images, on s'en fout, quoi. Dans 90% des cas, les images, elles sont là pour faire joli. Vous mettez un alt vide, et puis c'est bon, quoi. Donc voilà, il ne faut pas oublier les glyphes. Donc les glyphes, je ne sais pas si vous voyez tout ce que c'est les petites icônes qui sont restituées par des polices de fonte. La grande école du numérique, formation au métier du digital document. Lien graphique Oatis, grande école du numérique. Ça donne envie d'aller se former là-bas. Bref, donc là, qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est les pictos des réseaux sociaux. Donc c'est juste un glyphe. Il y a un contenu dans la balise, donc Julie n'habille pas l'URL, mais il n'y a rien de lisible, donc elle fait lien. Puis il y a un petit combo, je crois qu'à la fin, il y a une image sans alternative. Donc faites gaffe aux glyphes. Et aussi les émoticônes. Oh, les émoticônes, sérieusement. Construction d'un bâtiment créé par lien @Losting Britannie fusée hébergé sur lien JTube page. Code source écrit en classe italienne vanille JavaScript, toile d'araignée HTML sémantique, palette de peinture CSS progressivement améliorée. Et celle un soupçon de Markdown. Cœur avec ruban basé sur le lien Eleventy.js block starter pour lien 11h Eleventy, le générateur de sites statiques. Donc voilà, je pense que vous avez compris ce qui se passe. Là, on a un beau texte avec plein d'émoticônes. Et le lecteur d'écran, il les lit, les émoticônes. Sauf qu'en plus, souvent, les émoticônes, ça n'a pas la signification que vous pensez. Et ça fait des trucs atroces, c'est inintelligible. J'ai pas le temps mais sur Twitter et tout ça, c'est l'horreur, il y en a partout. C'est juste... arrêtez d'utiliser des émoticônes, quoi. Je sais pas, personne bosse dans la com, vous pensez que c'est cool, les jeunes, de mettre des émoticônes? Moi, non, franchement, arrêtez, quoi. Bon, vraiment, si vous n'avez pas le choix, il faut ajouter une balise arrière hidden égale true pour les cacher au lecteur d'écran. Il y a 2 super articles là, de Coris Kibel et Arnaud Malon qui expliquent justement comment utiliser ça de la bonne manière. Voilà, je vous ai mis des références. Il y a un arbre de décision du W3C qui est très bien fait, qui permet un peu de déterminer une image. Est-ce que c'est une image de décoration ou est-ce que c'est une image porteuse d'informations? Les règles OPECTOAS, les critères RGA, bref. Est-ce qu'il y en a qui parlent néerlandais, flamand dans la salle ou pas? Un petit peu, ok. Tu vas faire le cobaye. Titre niveau 1 de Brico App joue au multifonctionne les tools. De Brico App D à Désigne annonce plante en de laine à tige des biches de hand, moi air d'anode. Download de map d'or de QR code au 2AF building de scannant en genite. T'as compris? Non, ça m'a demandé. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Là, on est sur le site Brico BE. Ils ont 2 versions, une version française et une version néerlandaise. Sauf que dans le code, ils ne précisent pas la langue. Donc Julie, si tu lui dis pas, elle parle français. Puis en plus, c'est une vraie française, quoi. Elle a un accent de merde.
Donc, donc voilà, donc ça devient inintelligible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous faire écouter un deuxième exemple qui est un petit peu mieux. Liste de 3 éléments, titre niveau 3, visiter lien Bezekons Nederlandstalige website. De inhoud van Stadgent is integraal beschikbaar in het Nederlands. Bekijk je de website in het Frans, Duits of Engels, dan krijg je een selectie van relevante artikelen en content te zien. Titre niveau 3, lien visite hors English website. Stadgent is a Dutch website. Bon, voilà, j'arrête. Là, qu'est-ce qui se passe? Julie, elle arrive. Une première fois, elle sait pas que c'est du néerlandais, donc elle fait avec l'accent de merde. Et après, elle voit, ça a été correctement mis dans la balise, dans la balise P. On dit que c'est du langue NL. Donc là, qu'est-ce qu'elle fait, Julie? Elle sait qu'elle parle comme une vache espagnole. Donc elle appelle Nils. Hey Nils! Elle habite en coloc, Julie. Et donc elle appelle Nils, et Nils, il vient, et il raconte le truc bien avec le bon accent. Pareil, après, pour l'anglais, elle appelle George, et puis c'est bon, ça se passe bien. Donc c'est vraiment super important. En plus, là, en Belgique, vous n'avez pas de bol, hein, parce que la ville de Gand, là, elle doit gérer 3 langues. Je vous envie pas. Hein. Donc il faut surtout pas oublier le langage au niveau de la balise HTML, qui correspond au langage global, et dès qu'il y a un changement de langue, rajouter une span, rajouter un attribut langue avec la langue correspondante. Les références, hop là, non, hop, je vais avoir le temps de passer par là. Dernier truc, on va avoir le temps d'aborder, qui est un point très important, c'est les formulaires. C'est super important parce qu'en général, c'est les éléments clés de notre site, quoi. Si on a des sites, on veut que les gens viennent faire des actions. Alors pour ça, comme pour le reste, les utilisateurs ils vont naviguer avec des touches dédiées, notamment F et B. Et voilà ce qui se passe dans un formulaire qui n'est pas accessible. Formulaire. Bouton radio non coché. Bouton radio non coché. Bouton radio non coché. Édition. 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 Envoyer bouton. Voilà, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Et les résultats sans label du tout. Voilà, exactement. En fait, tous les champs, ils sont pas reliés à leur label. Donc quand on navigue par les champs, on sait qu'il y a un champ, mais comme il est relié à rien, on ne sait pas ce que c'est. Hop là, excusez-moi, je me trompe de sens. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien relier les champs au label. Donc je vous fais écouter la même chose, bien faite. Formulaire, madame, bouton radio non coché. Mademoiselle, bouton radio non coché. Nom, édition. Prénom, édition. Numéro client, édition. Donc voilà, et là tout de suite, quand on navigue entre les champs, on sait à quoi ça correspond. Donc c'est super important. Là on a un petit peu moins, on a eu une grosse période avec des soucis où les designers se disaient ouais, label on s'en fout, on met un placeholder à la place, et sauf que le placeholder c'est pas un label. Quand on commence à le renseigner, on voit plus ce que c'est, même pour une personne voyante, on se retrouve avec un formulaire où on ne sait plus à quoi correspondent les choses. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, le bouton c'était envoyer. À votre avis, c'est pertinent ou pas? Envoyer quoi? Donc voilà, moi j'aurais mis envoyer le formulaire de contact, puisque dans un cas de formulaire de contact. Hop, toujours pas la conclusion, désolé. Autre problème, dernier problème qu'on va voir, c'est la restitution des erreurs. Je vais vous faire écouter le même formulaire, sauf que visuellement tout est en rouge. Formulaire, madame, bouton radio non coché. Mademoiselle, bouton radio non coché. Nom, édition. Prénom, édition. Numéro client, édition. Email, édition. Confirmation email, édition. Vous voyez la différence? Non, c'est normal, normal, il n'y en a pas. En fait, qu'est-ce qui se passe? Là, les erreurs ne sont pas reliées au champ, un peu comme tout à l'heure, les labels n'étaient pas reliés au champ. Donc visuellement, on a des trucs en rouge et tout, sauf qu'on n'en sait rien. Dans les labels, à la base, il y avait une petite étoile qui indiquait que le champ était obligatoire, sauf que ça, Julie, elle l'ignore. Donc bref, on n'avait aucune information de savoir qu'est-ce qui était obligatoire ou pas, qu'est-ce qui est en erreur. Et ça, comment on fait pour le corriger? En HTML, on n'a pas de truc dédié. C'est pourquoi on va utiliser ARIA. Alors ARIA, c'est quoi? C'est Accessible Rich Internet Application. C'est une norme complémentaire qui permet de rajouter du contexte. C'est vraiment dédié au lecteur d'écran. Ça ne va pas rajouter de fonctionnalité, ça va juste modifier comment la page est restituée aux utilisateurs d'Internet, aux utilisateurs des lecteurs d'écran. Donc qu'est-ce que ça donne si on rajoute un peu d'ARIA à notre formulaire? Mon identité, groupe civilité, groupe F, bouton radio non coché obligatoire, je dois sélectionner ma civilité. Nom, édition obligatoire, autocomplétion, le champ non est requis. Numéro client, édition obligatoire, autocomplétion, ce champ est requis, format du champ incorrect. Donc voilà, là on a bien toutes les informations.
Pour ça, on a utilisé des attributs ARIA required égale true. On ne le voit pas, mais un ARIA described by qui permet de relier l'erreur au champ. Donc on donne toutes ces informations complémentaires. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe tout à l'heure, hein, dans le menu, il nous disait page courante. Ça, c'est un truc pareil, on avait rajouté un petit attribut ARIA qui permet de faire ça. ARIA, c'est un peu mon meilleur ennemi. Il faut faire gaffe, parce que c'est comme les épices quand tu fais la cuisine. Si tu en mets un petit peu, ça peut sublimer ton plat, mais si tu en mets trop, ça gâche tout. Donc faut l'utiliser avec précaution. Mais bon, je pourrais faire plusieurs conférences complètes sur ARIA, donc on n'a pas le temps de voir ça aujourd'hui. Bref, conclusion. Ne laissez pas des utilisateurs à la porte de votre site. La sémantique, c'est primordial. Il faut utiliser les bonnes balises HTML. Div, c'est pas un bouton. Vérifiez vos liens, vos images, vos alternatives. Bref, testez. NVDA, c'est gratuit. Sur Mac, il y a VoiceOver qui est gratuit. Sur Linux, il y a Orca. Bon, désolé. Mais vous avez tous un lecteur d'écran aussi dans votre poche. Là, j'ai TalkBack, il y a VoiceOver que vous pouvez activer. Donc voilà, écoutez. Vous pouvez aussi regarder directement l'arbre d'accessibilité dans l'inspecteur, qui vous permet de ne pas tout voir, mais quand même de détecter plusieurs erreurs. Donc voilà, n'oubliez pas pour qui vous travaillez, en fait, vous travaillez pour vos utilisateurs. Et avant de se quitter, petit quiz pour répondre au jeu tout à l'heure, je vais vous le montrer parce que, voilà. À votre avis, quelle est la manière correcte de coder le composant d'envoi du formulaire? Un div class button, un button, je ne devrais pas vous influencer, un button type submit envoyé, en réponse 1, 2, 3, 4. Voilà, la 2, effectivement, le reste, j'ai mis un petit peu des bêtises. Comme je l'ai dit plusieurs fois, il faut utiliser l'élément HTML qui correspond. Alors effectivement, vous pouvez faire un div class button, commencer, je ne sais plus si je l'ai mis quelque part, lui donner un role button, lui mettre un tab index et tout ça, mais non, si la première règle derrière, j'ai oublié de le dire, c'est l'utilise pas ARIA. Fais ce que tu peux faire sans ARIA, tu le fais sans ARIA, quoi. Bref, c'est tout. Vous pouvez retrouver les slides via le QR code et me suivre, pas sur Twitter, parce que j'ai arrêté, sur Mastodon, LinkedIn. N'hésitez pas si vous avez des questions.